Bonjour et bienvenue pour la seconde partie de votre émission parlementaire Ountranouille, focus sur le budget primitif 2019. Je me trouve dans le grand hémicycle en compagnie du président du Conseil national, Stéphane Valéry. Bonjour. Bonjour Madame Thomel. Alors, c'est le premier budget primitif de la mandature. Est-ce que cela lui revêt une dimension particulière? Oui, certainement. C'est le premier grand rendez-vous institutionnel entre le gouvernement princier et le nouveau Conseil national issu des élections de février dernier. Mais au fond, c'est toujours un moment très important. C'est le moment de l'année le plus important, puisque c'est le moment où il faut discuter des grandes orientations politiques du pays. En effet, la loi résultant de l'accord des volontés du Prince et du Conseil national, selon l'article 66 de notre Constitution, et la loi de budget comportant l'ensemble des dépenses publiques, c'est-à-dire l'ensemble des politiques publiques, eh bien, c'est le moment où le Conseil national peut donner son avis et ses attentes, exprimer ses attentes, celles de la population auprès du gouvernement dans tous les domaines, en matière de politique d'éducation, de politique économique, de politique sociale, de politique du logement, etc. Donc c'est le grand moment du débat entre le gouvernement princier et le Conseil national. Dans quel état d'esprit abordez-vous ces séances publiques, justement dans le cadre de ces relations institutionnelles avec le gouvernement ? Écoutez, dans un état d'esprit positif et constructif. C'est vrai que après l'élection, nous avons eu une période un peu compliquée. Le gouvernement avait été habitué depuis de nombreuses années à avoir un Conseil national très divisé, très affaibli par ces divisions, qui ne jouait pas véritablement le rôle de partenaire institutionnel qui est prévu par les institutions. Donc il a fallu un peu de temps au gouvernement pour accepter que cette Assemblée joue de nouveau son rôle et ne soit plus une chambre d'enregistrement de la volonté simplement des membres du gouvernement. Donc ça a été compliqué jusqu'au budget rectificatif. Il a fallu que nous haussions le ton, mais la réaction du gouvernement et du ministre d'État a été celle que nous espérions. Le ministre d'État a parlé lui-même de respect pour le Conseil national, partenaire institutionnel, a-t-il dit, incontournable du gouvernement, qui partage comme le gouvernement la volonté de servir le pays et l'intérêt général. On a donc pu repartir, je dirais, dans la préparation de ce budget primitif sur de meilleures bases, plus constructives, plus apaisées, et j'espère que cela va se traduire maintenant par les avancées que nous espérons. On le sait, c'est la priorité absolue pour vous, la politique du logement. Alors, où en sommes-nous ? Oui, c'est la priorité nationale absolue de notre mandat, tout simplement parce que c'est la priorité absolue des Monégasques et que nous sommes là, fidèles aux engagements pris devant eux pour défendre leurs attentes. Donc nous avons beaucoup avancé depuis, au fond, moins de 10 mois. Nous sommes là à peine depuis une dizaine de mois. Nous avons demandé d'abord, dans la priorité, c'est la construction de logements domaniaux de manière plus importante, dans les meilleurs délais et de qualité pour les Monégasques. Donc il nous faut d'abord vérifier la livraison dans les délais annoncés d'une opération qui était prévue avant qu'on arrive, Testimonio 2, c'est 150 logements domaniaux, mais nous avons demandé de surélever cet immeuble de quelques étages pour gagner quelques dizaines de logements. Nous attendons donc la réponse du gouvernement. Et puis il nous faut lancer de nouvelles grandes opérations. Testimonio 3, donc ça sera tout proche de Testimonio 2. Nous voulons le démarrage dès l'année prochaine d'une nouvelle tour, au moins de 150 logements. Et puis le Grand Ida. À notre demande, le gouvernement a accéléré. Il a concrétisé l'achat de la dernière villa, les Platanes, qui nous manquait pour maîtriser complètement l'incidence foncière. Maintenant, il faut démarrer dans les meilleurs délais cette construction de 140 logements neufs pour les Monégasques. Et puis, il faudra sans doute une autre grande opération. Nous avons proposé, par exemple, de mobiliser la réserve foncière de l'ancien parcours Vita au jardin exotique, mais nous ne sommes pas dogmatiques. Donc, si le gouvernement ne souhaite pas mobiliser ce terrain-là, à lui de nous faire une autre proposition, mais il nous faut encore, pour livrer ces 800 logements dont on a besoin pour bien loger tous les Monégasques dont la situation le justifie, on a besoin d'une opération nouvelle et on a besoin, je le disais, de faire des logements de qualité dans les meilleurs délais. Pour cela,
nous avons demandé au gouvernement, et nous attendons, j'espère, une réponse positive dans ces débats, de faire appel à la maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est-à-dire de confier, comme partout ailleurs en Europe, de confier à une entreprise générale la totalité de la responsabilité de la construction et de la livraison clé en main de ces immeubles. Partout ailleurs, les travaux publics construisent des ponts, construisent des tunnels, pas des immeubles. Et nous avons utilisé cette méthode avec succès dans le passé, Conseil national et gouvernement. C'était après ma première élection en 2003, à la présidence du Conseil national. On avait pu livrer en 5 ans 3 opérations de qualité, car la maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est la garantie de délai plus rapide et de qualité dans la livraison des bâtiments. Il y a certainement au départ un léger surcoût lorsque le gouvernement signe le contrat avec une entreprise générale performante. Mais au fond, quand on regarde l'accélération de la construction, on peut faire de la maîtrise d'ouvrage déléguée en 3-4 années, alors que les mêmes opérations en maîtrise d'ouvrage public, ça peut prendre le double, ça peut prendre 6 ou 7 ans. On a à chaque fois, si on choisit des entreprises de qualité, c'est essentiel, on a des immeubles livrés dans la meilleure qualité de logement pour les Monégasques. Et nous ne voulons plus justement connaître les dérapages qu'on a pu connaître et les dérives sur certains immeubles domaniaux ces dernières années. Et puis au fond, il n'y a pas de surcoût, parce que c'est un prix forfaitaire. Et quand on regarde certaines opérations menées en maîtrise d'ouvrage public et qu'on voit les surcoûts, les demandes de requalification des prix à la fin du chantier, on se rend compte finalement que la maîtrise d'ouvrage déléguée, peut-être, ce n'est même pas plus cher. Nous venons de parler de la construction domaniale, mais il y a aussi le secteur protégé qui concerne aujourd'hui les Monégasques et bien sûr les enfants du pays. Là encore, quelle est la situation ? Eh bien, nous n'avons pas chômé, puisque en moins de 10 mois, le Conseil national a déjà voté 2 propositions de loi. Et effectivement, en plus du domanial, il faut d'abord pérenniser sur le long terme le secteur protégé d'habitation. Je rappelle que ce sont des immeubles où les appartements sont loués aux Monégasques et aux enfants du pays, dans cet ordre de priorité, à des loyers modérés. Mais chaque année, une 60aine de logements sont détruits et les immeubles qui les remplacent sont dans le secteur privé. Donc nous avons voté une proposition de loi, c'était en juin, pour demander que dans les immeubles reconstruits sur les anciens bâtiments, on gagne de la hauteur et on conserve le même nombre d'appartements à loyer modéré dans les nouveaux immeubles, loués à cette population de Monégasques et d'enfants du pays, que les appartements détruits dans l'immeuble précédent. Donc nous allons ainsi pouvoir sauver, si le gouvernement accepte cette proposition sous la forme d'un projet de loi, nous aurons la possibilité de sauver par exemple 600 appartements protégés en 10 ans. C'est donc très important. Et puis, plus récemment, c'était le 4 décembre dernier, nous avons voté une proposition de loi d'allocation, pour la création d'une allocation compensatoire pour les propriétaires de ce secteur. Car il n'est pas normal que le rôle social soit joué en fait pour les Monégasques et les enfants du pays par ses propriétaires, alors que c'est à l'État bien sûr de le jouer. Nous avons donc proposé que pour les petits propriétaires, pour les surfaces qui ne dépasseront pas 300 mètres carrés, l'État compense la différence de loyer et ainsi nous mettrons fin à l'atteinte au droit de propriété pour ces petits propriétaires à un coût raisonnable, puisqu'en limitant les surfaces prises en compte, nous permettons au gouvernement d'accepter, je l'espère, cette proposition, car elle aura effectivement un coût limité pour le budget de l'État. En dehors du secteur domanial et du secteur protégé, y a-t-il d'autres mesures permettant d'agir concrètement sur les problèmes de logement ? Oui, dès janvier, les plafonds de l'aide nationale au logement, la fameuse ANL, seront revalorisés et ils vont enfin tenir compte des prix réels pratiqués sur le marché privé. Et puis, l'État prendra à sa charge les frais d'agence et l'État avancera par un prêt à taux zéro remboursable seulement à la fin du bail. Donc, il avancera la totalité de la caution. Autrement dit, notamment pour nos jeunes, pour nos compatriotes aux revenus les plus modestes, cela va faciliter l'accès au secteur privé dans l'attente des constructions domaniales dont je parlais tout à l'heure. Président, je vous propose maintenant d'entendre le président de la Commission des finances, Balthazar Sédou. Il nous en dit un peu plus. J'aborde ce budget primitif 2019 dans un état d'esprit positif.
Le rapport que nous venons de rédiger s'est fait dans un climat plus apaisé que le rapport qui avait été fait pour le budget rectificatif 2018. Le budget en chiffres représente en termes de recettes 1 346 millions et en termes de dépenses 1 342 millions, ce qui représente un résultat excédentaire pour 2019 de 3,9 millions. Le budget est excédentaire pour plusieurs raisons. D'une part, les recettes sont toutes en augmentation. La TVA augmente de 14%, l'impôt sur les bénéfices augmente de 19%, et on sait très bien que les dépenses d'investissement et d'équipement représentent 30% de la totalité des dépenses, c'est-à-dire qu'elles représentent à peu près plus de 400 millions d'euros de dépenses. Et on sait habituellement sur toutes les dernières années que ces dépenses ne sont pas toutes exercées, ce que l'on peut regretter de temps en temps. Le budget est difficile à lire d'abord par nature et en plus parce qu'il est assez complexe. Donc la volonté du président dès son élection en 2018 en février a été de créer une commission, une nouvelle commission, la commission de suivi du fonds de réserve constitutionnelle et de modernisation des comptes publics. Et à cet effet, nous avons fait appel à un expert indépendant qui va venir nous aider à mettre en place une lisibilité plus transparente des comptes publics. Et de son côté, le gouvernement a eu cette même approche et travaille avec 2 consultants spécialistes en finances publiques également pour avoir modernisé ces comptes publics. Nous intéressons au fonds de réserve constitutionnelle pour que ce fonds de réserve constitutionnelle ne soit pas un budget bis par rapport au budget. Nous souhaitons que l'ensemble des recettes et des dépenses soient votées au sein du budget et non au sein du fonds de réserve constitutionnelle. Le Conseil national a une approche qui est toujours très chiffrée, raisonnable et responsable dans ses demandes. Pour vous donner 3 exemples. Le premier, sachez que les recettes des bâtiments domaniaux représentent pour le budget primitif 2019 75 millions d'euros. Lorsque nous parlons du doublement de la prime pour les fonctionnaires et pour les personnes du CHPG, celle-ci représente à peine 2% des excédents pour l'exercice 2017. Et encore un exemple pour confirmer cela, lorsque nous parlons de l'augmentation de 50% de l'enveloppe des bourses d'études, cette somme représente à peine 1% de l'excédent sur l'exercice 2017. Donc nos demandes sont toujours réfléchies et raisonnables et nous avons une gestion en bon père de famille concernant le budget. Je suis par nature optimiste. Il est vrai que lors du budget rectificatif 2018, nous avions eu quelques inquiétudes, mais pour ce budget primitif 2019, je suis confiant, même si nous sommes en attente sur certaines mesures des réponses du gouvernement. Pour les réponses, je vous invite à suivre les séances budgétaires en direct dès lundi. Passons à la seconde préoccupation majeure du Conseil national, la qualité de vie. Il y a désormais 2 arrêtés ministériels qui concernent les chantiers. Est-ce que vous en êtes satisfait ? Globalement, oui. C'était effectivement aussi un thème essentiel de la dernière campagne électorale. Les Monégasques et les résidents nous ont expliqué effectivement qu'ils ressentaient une profonde dégradation de leur qualité de vie avec la multiplication des chantiers, avec beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de dérogations sur ces chantiers. Ça a été donc pour nous un thème essentiel de nos premiers échanges avec le gouvernement et nous avons été entendus puisque ces 2 arrêtés ministériels correspondent en tout cas dans les principes à ce que nous espérions. Le premier vise à limiter les dérogations, c'est-à-dire à interdire les chantiers les week-ends, les samedis, la nuit et l'été et le mois d'août. Donc c'est une bonne chose. Malheureusement, petite nuance avec le Conseil national, le gouvernement considère que pour 19 de ces chantiers sur les 40 qui sont en cours, ils pourront ne pas encore avoir à appliquer la totalité de ces arrêtés qui seront appliqués donc aux futurs chantiers et à une petite majorité de chantiers en cours. Donc il y a un problème probablement d'explication et de communication. Donc il faudra être vigilant dans l'application de ce premier arrêté. Et puis il y a un deuxième arrêté ministériel qui va également dans le bon sens et qui correspond aux demandes du Conseil national. Celui-là vise à imposer aux constructeurs des engins de chantier les plus insonorisés possibles et plus performants en ce domaine possible sur le marché, à imposer aussi des sarcophages acoustiques et toute autre mesure limitant les nuisances et le bruit sur les chantiers pour les riverains. C'est une très bonne décision et je crois qu'on devra bien sûr en mesurer là encore la réalité. Il nous faudra quelques mois pour vérifier l'efficacité de l'application de ces mesures sur les chantiers, mais je dirais que tout cela va dans le bon sens et qu'il faudra peut-être effectivement que nous soyons vigilants
et que nous accompagnons le gouvernement avec les riverains et les résidents pour voir comment ça fonctionne ou améliorer encore dans les mois qui suivront ce qui ne fonctionne pas. La qualité de vie, c'est aussi la circulation. Les agents de la sûreté publique portent depuis la rentrée dernière les fameuses chasubles régulation, circulation. Alors, est-ce que c'est une mesure durable ? Il faut qu'elle soit durable. Elle était très attendue, très demandée par les Monégasques et les résidents et nous avons convaincu le gouvernement de la mettre en œuvre. Donc on a vu, bien sûr, elle n'est pas la solution unique qui va régler les problèmes de circulation à Monaco, mais elle est un élément complémentaire. La présence de policiers aux heures de pointe, aux carrefours les plus noirs, est un bonus incontestable pour la fluidification du trafic. Donc le gouvernement nous a dit qu'il ne pourrait pas tenir longtemps à effectif constant. Je rends hommage d'ailleurs à tous les policiers qui ont joué le jeu et qui ont fait ce travail à effectif constant. Ils ont fait du très bon travail et nous avons obtenu l'année prochaine, en plus du plan police 2020 qui prévoyait déjà des créations de postes, nous avons obtenu du gouvernement dans ce budget la création de 10 postes supplémentaires d'agents de police qui vont permettre justement de pérenniser dans le temps, d'assurer la continuité de cette mesure de régulation du trafic. Vous avez aussi mis en évidence dans le rapport de la Commission des finances le problème de certains chantiers publics à l'arrêt ou en retard. C'est un vrai problème. Il y a trop de chantiers effectivement à l'arrêt. On connaît l'îlot Pasteur, des chantiers qui ont pris du retard. On pense aussi aux dysfonctionnements graves qui sont intervenus dans la construction d'immeubles domaniaux comme Apolline ou l'Hélios. Alors que les choses soient claires, il ne s'agit pas de mettre en cause des personnes. Et je tiens d'ailleurs à saluer l'excellent travail qui est réalisé par Mme Marie-Pierre Gramalia, le conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, et l'ensemble de ses équipes au département, tout comme d'ailleurs l'excellent travail du nouveau directeur du service des travaux publics, M. Jean-Luc Nguyen. Non, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de méthode, c'est un problème de processus, de process. Donc nous demandons au gouvernement, c'est lui bien sûr qui est responsable, le pouvoir exécutif des chantiers publics. Nous sommes là simplement en tant que partenaires pour essayer de lui donner des propositions, des solutions, de le faire réfléchir et de l'aider en fait à prendre les meilleures décisions pour l'intérêt du pays. Donc nos suggestions, nos propositions, nos demandes portent sur la suppression du moins 10 ans par le mieux disant, le principe du mieux disant. Il faut savoir payer le juste prix pour avoir la qualité. Il faut aussi éliminer les entreprises qui n'ont pas les structures et les compétences pour répondre à certains marchés importants. Il faut donc consulter seulement les entreprises qui ont le niveau, le nombre de salariés, les moyens techniques pour répondre efficacement à des marchés. Il faut beaucoup mieux encadrer la sous-traitance. On ne peut pas prendre un marché avec une entreprise A et se rendre compte que 80% du chantier est fait par des entreprises B, C, D, E qui n'ont pas le niveau et qui sont payées encore moins cher que le prix qui a été retenu par l'entreprise A, avec là encore les dérives que l'on connaît. Il faut aussi, et je résume rapidement ce sujet complexe, mais il faut aussi certainement mieux contrôler les chantiers et nous avons demandé l'augmentation du nombre de postes de contrôleurs dans l'administration. Nous avons en partie été entendus par le gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que le Conseil national intervient au titre des dépenses ? Oui, bien sûr, mais pas seulement. Nous sommes fiers de notre modèle social qui a été voulu par nos princes depuis toujours et que les conseils nationaux successifs ont toujours appuyé. Bien sûr, nous voulons défendre ce modèle social et l'améliorer encore. Mais le Conseil national est aussi une force de proposition pour développer les recettes. Nous avons déjà voté 2 propositions de loi en 10 mois pour augmenter les recettes de l'État. D'abord, la domiciliation gratuite d'activités des monégasques dans les domaines qui va permettre de générer de nouvelles activités, facilitant les monégasques à s'installer, donc du chiffre d'affaires et donc de la TVA. Et puis le 4 décembre, nous avons voté la proposition de loi qui permettrait l'ouverture des commerces le dimanche. Là encore, on garderait à Monaco du chiffre d'affaires qui aujourd'hui est fait dans les Alpes-Maritimes ou en Italie, donc de la TVA aussi. Et puis de manière plus générale, j'avais déjà dans un mandat précédent créé un think tank, c'était en 2009 et je l'avais appelé Monaco 2029, pour justement suggérer des idées nouvelles pour développer l'économie. Ça a donné lieu à beaucoup de propositions, dont certaines ont été appliquées par le gouvernement, le CSA, le Conseil supérieur pour l'attractivité, l'INSEE, notre Institut monégasque de la statistique et des études économiques, la mise en place du télétravail,
autant de propositions de Monaco 2029. Et donc j'ai décidé, dès le début de l'année prochaine, de renouveler cette initiative avec un nouveau think tank qui s'appellera donc Monaco 2039, puisque son but est de penser dans les 20 prochaines années, donc le développement de l'économie. Pierre-André Chiappori, qui avait accepté d'être le coordinateur de Monaco 2029, a accepté, et je l'en remercie, d'être encore celui de Monaco 2039. Il sera entouré de brillants économistes, hommes d'affaires, de prospectivistes, bien sûr des élus, des représentants des élus des Monégasques. Et donc nous aurons l'occasion, dans les prochains mois et les prochaines années, de continuer à contribuer à ce développement des recettes qui est indispensable pour justement maintenir notre modèle social. Nous en sommes parfaitement conscients. Le Conseil national souhaite non seulement l'équilibre des finances publiques, mais si possible, bien sûr, de poursuivre les excédents et d'enrichir encore le fonds de réserve, mais jamais au détriment des investissements nécessaires et jamais au détriment de la politique sociale avancée dont les Monégasques et les résidents sont fiers. Merci Stéphane Valéry pour cet entretien. Retour en images sur les temps forts qui ont marqué l'année 2018. Je proclame Stéphane Valéry président du Conseil national et l'invite à venir. D'autant plus grande que j'ai l'honneur d'être la première vice-présidente de cette Assemblée, ce qui prouve que l'histoire avance pour nous toutes, mesdames. On croit que le Conseil national c'est insolite, que c'est les lois, le budget, mais en réalité c'est aussi la culture monégasque et donc j'en suis particulièrement heureux, comme tous les élus. Et merci d'être là. Le but, c'est de contribuer à faire évoluer les mentalités, d'améliorer la prise de conscience que nous avons chacun de nous un rôle à jouer en ce domaine, car en fait, si nous voulons atteindre les objectifs ambitieux fixés par le Prince pour Monaco, eh bien, ce n'est que par un travail collectif que nous pourrons y parvenir. Je n'ai jamais pensé un instant, et qui aurait pu le penser de toute manière, que le gouvernement ne tienne pas compte du résultat des élections, de la volonté des Monégasques clairement exprimée. C'est le cas. L'état d'esprit a été très positif le 8 mai. Nous attendons, bien sûr, au-delà des déclarations positives d'intention du gouvernement, nous attendons des mesures concrètes et des décisions rapides. Bonjour à tous, nous sommes dans ce lieu symbolique qui est le lycée Albert Ier, centre d'examen de tous les bacheliers à Monaco. De la part du président, de tous les conseils nationaux et de tous les permanents du Conseil national, nous vous souhaitons bonne chance, bon courage pour ces épreuves du baccalauréat 2018. Nous sommes avec vous, maintenant c'est à vous de jouer. Comme nous voulons faire de l'art, nous voulons faire de la culture, ce qu'il faut que ce lieu, elle soit en synergie avec toute notre région. Pour Monaco évidemment, pour les Monégasques, mais aussi pour toute notre région. C'est vraiment un truc inouï parce qu'on est à la rencontre de nos deux communautés. Retrouvez à présent les clés du budget. Écoutez à ce propos Franck Lobonneau et Pierre Van Claveren. Aujourd'hui, il y a un déficit. On paye la sous-estimation qui a été faite par les mandatures précédentes du Conseil national en 2010, en 2013 et le gouvernement. La conséquence actuelle, elle est évidente. Il y a un cruel déficit de logement. 400 demandes, 90 appartements de récupération. La majorité du Conseil national martèle depuis le 22 février qu'il faut construire rapidement des grands immeubles pour bien loger tous les Monégasques. C'est la priorité nationale absolue. Alors, les discussions avec le gouvernement, oui, elles commencent à porter un petit peu leurs fruits. C'est une bonne chose. On nous annonce un grand plan de logement qui sera bientôt présenté. Tant mieux. Mais je veux rappeler l'urgence absolue. Il faut loger maintenant, aujourd'hui, 400 foyers et 400 autres foyers d'ici 2023. Parce que la réalité, c'est 100 foyers supplémentaires par an. C'est ça l'urgence. Même si on a un devoir de prospective d'ici 10 ou 20 ans, c'est effectivement une nécessité de prévoir à long terme. Et le Conseil national s'engage à mener une concertation avec le gouvernement sur ce sujet, sur l'évolution démographique de la population monégasque. Mais je ne peux pas me résigner à répondre aux Monégasques que je reçois
tous les jours, que le président reçoit tous les jours, qui sont mal logés, que dans 15 ans, ça sera mieux. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut construire, c'est maintenant. Et pour pouvoir voter le budget sereinement, ce budget primitif 2019, il faut que le gouvernement annonce des démarrages. Je dis bien des démarrages, des constructions de grands ensembles, de Testimoniaux 3, de Grand IDA dès 2019. Et il faut aussi dégager une nouvelle réserve foncière pour un 3e grand immeuble domanial. Voilà, avec 3 grands immeubles domaniaux, 3 grands ensembles, les opérations intermédiaires et l'achat de nouveaux appartements un petit peu partout sur le territoire en contrepartie des surdensifications, on fait le pari que d'ici 4 ans, on pourra loger tous les monégasques dont la situation le justifie. Bien loger tous les monégasques dans leur pays. Difficile de parler de qualité de vie en principauté sans avoir de sueur froide. Chantiers, travaux, circulation, pollution sont autant d'obstacles à la tranquillité des monégasques et résidents. Il faut agir, bien agir, mais agir tout de suite. La récente publication de 2 arrêtés ministériels permettant un meilleur encadrement des chantiers en principauté, comme souhaité par le Conseil national, est un premier pas en ce sens. Nous regrettons cependant fortement que ces mesures ne puissent pas être applicables à tous les chantiers en cours. La mise en place de la brigade de la circulation, bien que ne pouvant pas à elle seule résoudre tous les problèmes liés au trafic, a eu un impact réel sur la circulation et sur le ressenti des automobilistes. La majorité du Conseil national est plus que jamais déterminée au renforcement de cette brigade, avec notamment des effectifs dédiés. La mobilité douce, fondamentale dans notre recherche d'une meilleure qualité de vie, doit encore et toujours être encouragée. Je salue à ce titre l'octroi par le gouvernement d'une nouvelle subvention à l'achat de vélos à assistance électrique dès début 2019. Continuons dans ce sens. N'hésitons pas à faire encore plus. La qualité de vie, notre bien commun, c'est tous ensemble qu'il nous faut la préserver. Toujours dans la rubrique « Les clés du budget », retrouvez à présent Marie-Noëlle Gibelli-Poulain, Karen Aliprindi de Carvalho et Pierre Barati. Il y a beaucoup de retard sur certains chantiers publics. L'un d'entre eux attire particulièrement l'attention du Conseil national et de l'ensemble de la population. Il s'agit du chantier du nouvel hôpital. Les conseillers nationaux sont très préoccupés par ce chantier qui a pris beaucoup de retard, qui, nous l'espérons, pourra être rattrapé sur les prochaines phases. Mais en attendant ce nouvel hôpital, le CHPG actuel doit rester l'établissement de pointe qu'il a toujours été. Ainsi, dans l'attente de l'achèvement de ce nouvel hôpital, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour maintenir à niveau la qualité de l'offre des soins du CHPG. Le gouvernement peut compter sur notre Assemblée pour voter les crédits nécessaires afin, notamment, de conserver un plateau technique à la pointe du progrès, de répondre à la nécessité de nouvelles prises en charge par la création d'unités dédiées et en particulier l'unité de soins pour adolescents en psychiatrie, mais aussi d'entretenir et d'améliorer la qualité des bâtiments existants ou encore de disposer des moyens humains adéquats afin que les patients du bassin de recrutement de notre hôpital puissent continuer à bénéficier de soins d'excellence. Pour cela, le Conseil national est bien entendu satisfait de l'inscription des 11 millions d'euros prévus au budget primitif 2019. Un autre sujet sur lequel les élus de la majorité sont particulièrement attentifs concerne les établissements pour nos aînés. Ainsi, le bon achèvement du Cap Fleuri 2 en cours de construction, qui offrira 80 chambres individuelles supplémentaires, puis la reconstruction et l'agrandissement du Cap Fleuri 1, qui comprendra environ 130 chambres individuelles, sont bien sûr indispensables à court terme. Mais il est également essentiel d'avoir une vision prospective à plus long terme. C'est pourquoi le Conseil national a demandé au gouvernement la communication de l'étude qu'il a menée sur la dépendance et d'être associé aux réflexions qui sont en cours concernant la future implantation nécessaire d'une nouvelle maison de retraite pour nos aînés. Autant d'éléments auxquels nous serons attentifs pour ce budget. Nous attendons beaucoup de ce budget primitif 2019 qui organise la vie de l'État dans son fonctionnement comme dans ses investissements.
C'est justement sur la question des investissements que nous allons regarder de très près les réponses du gouvernement et notamment sur un sujet qui préoccupe beaucoup la population, qui est la marche des chantiers publics. Des opérations majeures et structurantes pour la principauté sont aujourd'hui bloquées pour des raisons sur lesquelles le Conseil national n'a pas le pouvoir d'agir directement. L'exemple le plus flagrant est le chantier de l'îlot Pasteur. Ce chantier est majeur et doit abriter le futur collège, la médiathèque, la salle de spectacle qui remplacera l'espace Léo Ferré et s'étendre jusqu'au pavillon de service public que nous appelons de nos voeux. On ne sait toujours pas avec précision quand ce chantier va redémarrer, mais ce qui nous inquiète le plus, c'est sa dimension systémique, car de ce chantier en découlent beaucoup d'autres. Je m'explique. Si l'îlot Pasteur est stoppé, c'est toute l'opération de l'Annonciade 2 qui est bloquée à cause du déplacement du collège Charles III. Si l'îlot Pasteur est stoppé, c'est la restructuration du centre commercial de Fontvieille qui est à l'arrêt à cause du déplacement de l'espace Léo Ferré. Si l'îlot Pasteur est stoppé, c'est le nouveau quartier de l'entrée de ville avec l'îlot Charles III qui est bloqué. Et si l'îlot Pasteur est stoppé, c'est toute la nouvelle politique de gestion des déchets de la principauté qui est suspendue. Cet exemple est malheureusement symbolique car il y en a d'autres. Nous ne sommes pas là pour désigner des responsables ou donner des leçons d'aménagement urbain, mais nous attendons de ce budget qu'il donne l'assurance à toute la communauté monégasque que les bonnes mesures seront prises pour adopter une politique vertueuse de conduite des chantiers publics. Nous attendons notamment du gouvernement qu'il applique désormais la règle du mieux-disant au lieu de celle du moins-disant, qui consulte des entreprises ayant la compétence et les structures adaptées pour ces chantiers et que la sous-traitance soit enfin mieux encadrée. Voilà pourquoi nous serons vigilants. La principale clé de ce débat budgétaire n'est pas inscrite dans le projet de loi. Elle ne figure dans aucune colonne de chiffres. La principale clé de ce débat, comme dans tous les débats, c'est l'état d'esprit. Alors à l'aube des débats budgétaires de cette fin d'année concernant le budget primitif 2019, la majorité aborde ces soirées dans une logique de vrai dialogue. L'esprit de nos institutions, c'est avant tout la recherche du consensus entre le gouvernement et le Conseil national pour aboutir à des décisions équilibrées, les meilleures pour la principauté et pour tous ses habitants. Un dialogue qui se doit d'être constructif, un dialogue à l'image du pas l'un vers l'autre, selon l'expression du prince souverain. Un dialogue nécessaire, mené avec la volonté commune d'aboutir à une solution acceptable par les deux parties en présence, le tout dans l'intérêt général. Nécessairement très complexe et technique, un projet de loi budgétaire ne peut rendre justice à l'extraordinaire variété des missions, de chantiers, d'aides, d'accompagnement de toutes les étapes de la vie de l'État. On dit d'un budget qu'il doit être sincère. Le mot est bien choisi. La sincérité. Nous nous l'imposons vis-à-vis de tous ceux qui nous ont fait confiance en nous élisant. La sincérité, nous l'attendons aussi de nos interlocuteurs. Nous abordons ainsi ces débats avec confiance, les yeux bien ouverts. Tant qu'il y a du dialogue, qu'il est constructif et qui va dans l'intérêt général, alors nous sommes sur la bonne voie. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le best-of, de nombreux moments ont jalonné l'année 2018. Retour en images sur ces instants marquants. Il y a un besoin rapide de construire des logements. Il y a des programmes qui sont en cours mais qui sont très insuffisants puisque le prochain grand programme, ce sera Testimonial 2. C'est bien, mais ça ne suffit pas du tout. Donc on a besoin aujourd'hui de lancer rapidement des programmes. C'est pour ça qu'on a parlé du Grand Sida. Monaco et les deux autres petites nations doivent maintenir leur particularisme dans ce traité. Mais il faut le dire, Monaco doit être encore plus vigilant, encore plus prudent, encore plus exigeant, car nous avons une attractivité exceptionnelle, un modèle économique et social à nul autre pareil. Le compteur était formel, 1123 visiteurs ont été accueillis au sein du Conseil national par les élus ce dimanche 23 septembre dans le cadre de la Journée européenne du patrimoine. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir une appréhension, c'est normal par rapport au don du sang, mais réfléchissez. Le petit effort que cela va vous demander
par rapport aux bénéfices que vous pouvez apporter à tant d'autres et aux vies que vous pouvez sauver. Nous arrivons donc au terme des explications de vote concernant cette loi de budget rectificatif 2018. Je tiens à souligner la qualité de nos débats depuis lundi. Chacun a pu constater l'ambiance positive, respectueuse et constructive qui règne entre tous les élus, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires. Pour cela, chers collègues, je veux vous remercier toutes et tous. Lorsque le débat d'idées se déroule de cette façon, et encore plus lorsque nous ne sommes pas d'accord sur tout, ce qui est normal dans une assemblée démocratique, c'est toute notre institution qui en sort grandie. Et le gagnant est... Kungs. C'est une tradition dorénavant dans Ontranouille. Retrouvez notre séquence dédiée aux tribunes libres. Écoutez Béatrice Fresco Rolfo pour Horizon Monaco et Franck Julien pour Primo. Chers compatriotes, l'étude du budget primitif 2019 commence et nous ne pouvons qu'être satisfaits de certaines des avancées obtenues, certes grâce au poids de la majorité, mais qui rejoignent le programme de la liste Horizon Monaco. Tout d'abord, la nomination du délégué à la protection et à la promotion des droits des femmes fin novembre, création de postes qui fut l'objet de demandes itératives de ma part depuis 2016 et qui figure au point 29 de notre programme. Nous avons espoir qu'elle agisse en faveur d'une plus grande représentation des femmes dans les conseils d'administration de grandes sociétés et surtout que soit donné un clap de fin aux disparités salariales entre les hommes et les femmes. Les jeunes entrepreneurs ne sont pas oubliés. Le MC Boost ouvrira bientôt ses portes. Nous avions évoqué lors de la campagne électorale l'idée d'un espace de coworking où les domiciliations de sociétés seraient possibles. L'important n'est-il pas qu'il soit aujourd'hui chose concrète? En matière de logement, dire que vos deux élus de la minorité ne s'impliquent pas totalement serait une contre-vérité. Le logement et la qualité de vie des Monégasques ont toujours été au centre de nos préoccupations. Nous souhaitons néanmoins que les problèmes de logement soient déconnectés des échéances électorales. Je ne terminerai pas sans confirmer que nous resterons attentifs à la création d'un fonds de retraite pour les fonctionnaires afin de pérenniser leur paiement. Je vous remercie et à bientôt. Pendant la dernière campagne électorale, le sujet Monaco Télécom a généré quelques crispations. La majorité a entendu l'inquiétude souvent justifiée de la population et s'est rapprochée dès son élection de l'opérateur. Où en sommes-nous? 10 mois après les élections et à la veille du premier budget primitif de la mandature, je suis heureux de pouvoir évoquer ici même 3 résultats concrets obtenus après nos discussions entre la majorité Primo et Monaco Télécom. Tout d'abord les jeunes. Le premier résultat concerne la création d'une offre mobile à destination des pré-ados à 3,99 € par mois et sans engagement. La deuxième concerne la facture papier qui, rappelons-le, il y a encore peu de temps était facturée au prix exorbitant de 10 € par mois. Nous l'avions dit lors de la campagne électorale, nous jugions cette mesure discriminatoire, en particulier envers nos aînés, qui sont moins sensibles aux nouvelles technologies et aux factures numériques. Désormais, la facture papier est gratuite pour les plus de 60 ans et à moitié prix pour les moins de 60 ans. Les 5 € étant, de plus, reversés à la Fondation du Prince Albert II de Monaco. Enfin, la troisième mesure qui sera mise en œuvre en début d'année prochaine est particulièrement importante car elle concerne toutes les familles. La majorité n'a eu de cesse de le répéter, les Monégasques et résidents doivent avoir le choix. Monaco Télécom étant en situation de monopole, les usagers n'ont pas le choix de l'opérateur, mais doivent à minima avoir le choix de l'offre. La direction de Monaco Télécom et le gouvernement ont entendu la demande du Conseil national et d'ici quelques mois, une offre entrée de gamme, télévision, téléphonie fixe et Internet, 20 € moins cher par mois que l'offre existante, sera proposée à la population. Alors oui, bien sûr, cette nouvelle offre entrée de gamme est un premier pas extrêmement positif de la part de la direction de Monaco Télécom et par extension de l'État actionnaire. Pour autant, bien évidemment, le Conseil national demeurera très vigilant sur les nouvelles offres Monaco Télécom, notamment celles qui concerneront la fibre optique, afin que les attentes des résidents soient mieux prises en compte par l'opérateur.
C'est déjà la fin de cette émission Untranouille. À quelques jours des fêtes de fin d'année, je vous propose que l'on se quitte sur ces belles images. À très bientôt.